Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement, nous représentons le ministère de la Culture et de la Communication. Tout le monde m'entend? Je ne suis pas trop près ou trop loin. Le retour sur table est très mauvais, mais on entend très bien dans la salle. Ok, parfait. Donc nous représentons le ministère de la Culture et de la Communication, et plus précisément la Direction générale des patrimoines, et encore plus précisément le service du patrimoine, qui est plutôt en charge de la conservation et de la restauration des monuments historiques, de leur protection, mais également des travaux qui les affectent, et puis la protection ce qu'on appelle les espaces protégés, avec des sigles barbares du droit de l'urbanisme, et qui vont être bientôt simplifiés dans la loi création, architecture et patrimoine, qui est en cours d'adoption par le Parlement. Il y avait une commission mixte paritaire hier soir qui a validé qui est conclusive, et donc la loi sera prochainement promulguée. Donc aujourd'hui, nous allons parler des lieux de culte et de la désaffectation des cultuels de ces lieux de culte. Alors ce sera un exposé un tout petit peu juridique, mais un tout petit peu simplement. On va essayer de brosser un portrait global. Des précisions ont déjà été apportées dans l'exposé précédent, et il y en aura tout au long de la journée. Alors, les églises, bien sûr, pour nous, service du patrimoine, les églises de France ou les lieux de culte en général sont un trésor patrimonial. Le clocher du village est un marqueur fort de notre histoire. Et le patrimoine protégé en général, au titre des monuments historiques, que ce soit classés ou inscrits, c'est à peu près 35% des immeubles protégés relèvent du patrimoine religieux, et quasiment 90% des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques sont des objets liés au culte. Donc patrimoine et patrimoine religieux sont des notions particulièrement fortes et liées entre elles. Alors, les églises sont en tant que telles très riches, très diverses, différentes formes de décors, de procédés constructifs. Ce sont des lieux qui accueillent du public, qui ont des contraintes liées à ça. Ce sont des marqueurs territoriaux, des marqueurs culturels. Et pour nous qui représentons le ministère de la Culture, c'est également des lieux, des marqueurs forts, puisque plusieurs arts sont représentés à travers les lieux de culte et les églises. Et en tant que représentant du ministère de la Culture, nous y sommes particulièrement attachés. L'architecture, la peinture, la sculpture, le mobilier, les orgues, la musique, à la sous-direction des monuments historiques. Nous sommes très attachés à la protection des orgues et des cloches et des travaux qui les concernent. Alors, bien sûr, ça a déjà été dit, et c'est la problématique de la journée. Ce sont des lieux qui sont de moins en moins utilisés. Alors, c'est un phénomène extra-patrimonial, mais dont les racines sont bien sûr complexes, mais qui a des conséquences sur le patrimoine bâti et son usage. Alors, la désaffectation cultuelle, c'est bien sûr un sujet juridique, mais c'est surtout une constatation aussi sociologique qui a des conséquences très nombreuses. Alors, le fait que des lieux de culte soient de moins en moins fréquentés, ça pose question non seulement pour l'affectataire, mais aussi pour le propriétaire de l'édifice, qui est bien sûr le plus souvent la commune. Alors pour les élus du conseil municipal, ce sont des vraies questions. Que faire de ce bâtiment? Comment l'entretenir? À quel prix? Est-ce qu'il ne faut pas mieux vendre? Est-ce qu'il ne faut pas mieux démolir? Est-ce que le coût de la restauration est intéressant? Comment la population va ressentir la nouvelle affectation ou la démolition de ce lieu? Autant de questions qui affectent vraiment les propriétaires, ceux en charge d'apporter des aides financières, qui peuvent s'interroger sur la pertinence des dépenses engendrées par la restauration d'un bâtiment, sa conservation, son nouvel usage, la pertinence de ces dépenses par rapport à l'usage effectif du bâtiment. Alors les architectes ont un mot qui n'est pas forcément très joli. Ils parlent de recyclage du bâtiment. On va plutôt essayer de parler de réutilisation. Mais comme disait
un de nos prédécesseurs fameux au service du patrimoine, Eugène Viollet-le-Duc, le meilleur moyen de conserver un édifice, c'est de lui trouver une destination. Donc il faut parfois envisager une nouvelle réutilisation. Alors avant de présenter, ça a déjà été exposé précédemment et on tentera de présenter quelques exemples également. On va faire un petit détour par des aspects un peu plus juridiques et un petit peu d'histoire. Je sais pas si tu veux le faire. Voilà. Alors c'est bien sûr la Révolution qui a réparti la propriété entre l'État et les communes pour la destination des biens ecclésiastiques. Et les lois de 1905 et de 1908 ont confirmé la propriété publique. L'État pour les cathédrales et les communes pour les édifices, les églises paroissiales. Alors c'est les lois de 1905 et 1908 ont mis un terme au service public du culte et ont plutôt mis l'accent désormais sur l'exercice public du culte. Donc un édifice du culte qui appartient à une commune et qui est affecté au culte est mis à disposition de la communauté des fidèles et relève de son domaine public. C'est vraiment le domaine public de la commune. Donc c'est la jurisprudence du Conseil d'État qui en a fixé le principe. Alors la jurisprudence a été très importante au fil du temps et a apporté d'autres éléments importants puisqu'elle a défini ce qui pouvait être considéré comme un édifice du culte. Ce sont des questions qui arrivent assez souvent quand il s'agit de classer ou d'inscrire un monument. Alors on classe quoi dans l'édifice? On s'arrête où? Et donc ce qui est considéré comme édifice du culte, il y a également la sacristie et puis la chapelle attenante, et puis on peut considérer globalement toutes les dépendances nécessaires à l'exercice du culte font partie de l'édifice cultuel. En revanche, les presbytères ne sont pas considérés comme mis à la disposition de la communauté pour l'exercice du culte, et font plutôt partie du domaine privé de la commune. Ils peuvent donc être loués ou aliénés, vendus. Alors l'affectation cultuelle et la désaffectation. Alors là, on retrouve bien sûr nos textes fondateurs du début du siècle dernier, du XXe siècle. Donc la loi de 1905 qui dispose dans son article 13 que les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer, ce qui est associations qui n'ont pas été réellement constitué pour le culte catholique. Alors l'affectation au culte. L'affectation au culte, ça signifie l'affectation à l'exercice public du culte. Et l'affectation à l'exercice public du culte, elle est gratuite, elle est exclusive et elle est perpétuelle. Et c'est le mot perpétuel qui est important, puisque c'est le caractère perpétuel de l'affectation au culte qui va conduire à la procédure de désaffectation cultuelle qui est également prévue par la loi de 1905. Et c'est seule cette procédure de désaffectation qui met un terme à l'affectation à l'exercice public du culte. Alors avec cette affectation aux associations cultuelles et plus globalement à la communauté des fidèles, en réalité, on est face à un régime juridique tout à fait unique. Il y a des conséquences pour l'affectataire et pour le propriétaire de l'église. Donc l'affectataire va être le garant du bon usage de l'édifice, conformément à la destination cultuelle, et assurer finalement la chargée de la police, au sens de police administrative, à l'intérieur de l'édifice, mais la police pour la destination cultuelle. En revanche, donc le desservant va fixer les horaires du service religieux organisé, procéder aux aménagements intérieurs. Mais la sécurité, les procédures et les dépenses de sécurité, les dépenses lourdes de dépenses vont plutôt davantage relever du propriétaire de la commune. Donc on est là en présence et pour l'État et les cathédrales, ce sera la même chose. C'est l'État propriétaire, on parlait de Notre-Dame tout à l'heure, l'État propriétaire et le desservant qui vont avoir des relations harmonieuses ou pas, mais en tout cas régulières. Donc
une fois que le paysage juridique est tracé, la désaffectation. Alors la désaffectation, c'est une procédure très encadrée. Parce qu'elle est très encadrée, parce qu'elle va venir mettre fin à l'affectation perpétuelle, mise en place par la loi de 1905. Alors pour que la procédure aboutisse, il faut remplir certaines conditions, un certain nombre de conditions. Alors elles ne sont pas cumulatives, hein. Évidemment, la plus importante, j'ai envie de dire la principale, pratiquement, c'est aucune célébration du culte pendant 6 mois consécutifs, sauf cas de force majeure. Ça va être le critère principal. Ensuite, ça va concerner davantage les autres cultes, c'est-à-dire les cultes protestants israélites, que le culte catholique. L'association qui va être bénéficiaire de l'édifice, si cette association est dissoute, eh bien aussi, on rentre dans les critères pour la désaffectation. De même, si l'association bénéficiaire cesse de remplir son objet ou si l'édifice affecté est détourné de sa destination, de même, si la conservation de l'édifice ou des objets mobiliers qui sont à l'intérieur et qui sont classés le plus souvent est compromise par une insuffisance de l'entretien, ça fait partie des critères susceptibles de conduire à une désaffectation. Enfin, et là on y tient bien sûr, c'est si l'association qui est bénéficiaire de l'édifice ne respecte pas la législation sur les monuments historiques. Alors une fois que ces conditions sont remplies, il faut une volonté. Et j'ai envie de dire, il faut des volontés explicites des différents partenaires. Une volonté de l'État, une volonté du propriétaire et une volonté de l'affectataire. Donc la demande de désaffectation, elle vient des élus, elle vient du conseil municipal. Donc les élus ont un rôle extrêmement important. Et c'est là où le lien avec la population et des associations de défense ou pas est bien sûr très important. Mais la désaffectation, c'est une mesure administrative. Elle est prise par le préfet. Donc c'est au final une décision de l'État sur demande du conseil municipal. Mais bien sûr, et là c'est le troisième partenaire, l'avis écrit de l'affectataire est demandé. Donc l'autorité diocésaine, et pas seulement le desservant, mais vraiment l'autorité diocésaine va donner son avis et son accord pour la désaffectation. Enfin, nos services, la Direction régionale des affaires culturelles, même si elle ne doit pas donner un accord sur le sujet, son avis est sollicité et doit fournir un rapport et présenter l'édifice dans ses aspects culturels et patrimoniaux. Si l'édifice est classé au titre des monuments historiques ou inscrit, quel est son intérêt patrimonial, quelles sont les servitudes d'urbanisme qui l'affectent, et le cas échéant, est-ce que si c'est un monument qui n'est pas protégé ou du mobilier qui n'est pas protégé, est-ce qu'il ne serait pas opportun de le protéger au titre des monuments historiques? Donc plusieurs volontés pour cette procédure juridique très encadrée, le conseil municipal qui doit délibérer, l'autorité diocésaine qui doit donner son accord, les conditions de fait à remplir, comme je l'ai précisé, et une décision du préfet après avis du service des affaires culturelles. Alors après cette présentation rapide mais juridique, on arrive bien entendu à la réutilisation, à la question de la réutilisation, les conséquences de la désaffectation vue du ministère de la Culture. Alors déjà, l'affectation cultuelle, elle n'est pas exclusive d'autres utilisations, même quand l'édifice est encore affecté au culte, puisque la première utilisation compatible, c'est la loi de 1905 qui la prévoit, puisque la visite des édifices du culte et des objets mobiliers classés qui pourraient être à l'intérieur de ces édifices, elle est gratuite, hein, et elle est prévue, elle est autorisée. Donc il y a déjà une cohabitation tout à fait possible. Puis la reconversion, ça a été dit précédemment, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle est effectivement historiquement connue. On pourrait prendre des exemples étrangers. Nos lointains ancêtres avaient un sens très pratique et la notion de patrimoine a mis du temps à arriver c'est une notion construite par l'histoire. Elle est assez récente finalement. Et
nos anciens avaient un sens assez pratique et économique, c'est-à-dire qu'il y avait des bâtiments, pour des raisons de coût, d'économie, de sens pratique, de bâtiments déjà là, ou de pierres déjà là, on réutilisait ce qu'il y avait. Ça évitait de se lancer dans des travaux trop coûteux pour l'époque, techniquement très compliqués, alors qu'un bâtiment était déjà là. Ça a été à l'étranger, si on pense à Sainte-Sophie, à Istanbul, Constantinople, église, mosquée, musée. Ou bien en Andalousie, la mosquée de Cordoue, qui était auparavant un temple romain, puis qui a ensuite été transformée en cathédrale. Donc, c'était le même bâtiment. Donc, ce n'est vraiment pas nouveau. Un point important pour nous, représentant le service du patrimoine et des monuments historiques, c'est que la législation sur les monuments historiques et le patrimoine, ce n'est pas un obstacle à la réutilisation, ce n'est pas forcément une contrainte. C'est bien sûr une contrainte par principe, puisque le propriétaire d'un bâtiment ou d'un objet classé ne peut pas en faire ce qu'il veut sans contrôle scientifique et technique de l'État. Alors, même si cette législation sur les monuments historiques et j'ai envie de dire la culture de ce service est plus orientée vers la conservation et la restauration, ce n'est pas un obstacle à la réutilisation, vraiment pas. Comme je vous l'ai dit en introduction, le patrimoine religieux, c'est inhérent au patrimoine, c'est une grande majorité des objets protégés et à peu près un tiers des bâtiments, des monuments protégés. Donc c'est considérable. Aujourd'hui, le ministère de la Culture aide par des subventions à la conservation, à la restauration pour des travaux. Pour le patrimoine qui n'est pas protégé en tant que tel, on sait que la Fondation du patrimoine agit fortement en faveur de ces églises. Les départements peuvent aider, certaines associations également. Les plans locaux d'urbanisme aussi peuvent protéger les édifices du culte. Donc il y a tout un ensemble de protections, mais ces protections et ces aides, à nos yeux, ne sont pas des obstacles, même si c'est davantage tourné vers la conservation, ne sont pas des obstacles à la reconversion d'usage. Alors, une fois que l'église est désaffectée, la législation sur les monuments historiques, pour un édifice protégé, va continuer de s'appliquer. Il n'y a aucun lien entre les deux. Affecté ou non à l'exercice du culte, le bâtiment est éventuellement protégé au titre des monuments historiques. Et donc, la législation continue de s'appliquer. Et donc, en cas de travaux sur un édifice protégé, même désaffecté, le maître d'ouvrage propriétaire, c'est-à-dire la commune principalement, devra demander les autorisations de travaux qui conviennent au service de la Direction régionale des affaires culturelles et devra travailler avec les services de l'État dans tous les projets qu'elle souhaitera mettre en œuvre. Alors effectivement, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il y a des contraintes particulières liées à la nature de l'édifice. Alors, combien sont concernés ? Alors, je n'ai pas de chiffre précis, on sait qu'il y a à peu près 40 000 églises paroissiales. Combien seraient concernées par une réutilisation ? Difficile à dire, vu du ministère de la Culture, je laisserai les principaux intéressés le dire. Alors, je parlais de la Fondation du patrimoine. Il y a une enquête récente de la Fondation du patrimoine. C'est un sondage d'opinion, donc il faut avoir toutes les réserves méthodologiques, bien sûr, qui convient sur les sondages. Mais c'était intéressant. Il y a une enquête récente qui a montré que 71% des personnes interrogées qui se disaient catholiques étaient favorables à la transformation en bâtiments civils des églises non entretenues. Donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait impossible. Alors une fois désaffecté, il y a 3 options pour le bâtiment. Il y a la conservation en tant que telle, il y a la réutilisation ou il y a la démolition. Alors les partisans de la démolition peuvent se retrouver du côté de ceux qui défendent l'Église en tant que bâtiment sacré en tant que tel et qui considèrent qu'une fois désaffectée, elle a perdu sa signification et son sens. Mais cette signification, eh bien, à la limite, autant démolir le bâtiment, ne pas le réutiliser pour un autre usage.
Les partisans du nouvel usage, au contraire, peuvent eux, entrer dans des débats interminables sur le nouveau programme à mettre en place. Car ce qui se cache derrière, c'est la signification que l'on donne au bâtiment. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, la réutilisation des églises, ça nous confronte à une double dimension, une part sacrée, une part territoriale, l'identité, on va dire, de la commune. Donc au-delà de la portée symbolique, au-delà du seul même aspect bâtimentaire, il y a cette portée symbolique du sacré. Et le passage du sacré au profane, ce n'est pas toujours très simple. Comme je le disais, le sacré et la reconversion sont dans un équilibre parfois un peu compliqué. Certains diront que la reconversion, c'est un excellent moyen de sauver le patrimoine, qu'on fait violer le duc. D'autres, dans cette optique, la pire des affectations serait finalement préférable à l'abandon. Comme il a été dit tout à l'heure, la boîte de nuit, ça reste au départ une église. D'autres considérant que la reconversion, c'est une atteinte trop forte à la dimension du lieu. Quoi qu'il en soit, la transformation doit se penser sur le long terme. Il faut répondre à de nouveaux besoins, mais il ne faut pas oublier la nécessaire valorisation culturelle, touristique, et l'accessibilité aux différents publics. Donc la transformation du bâti, pour nous, c'est un double objectif. C'est conserver certaines architectures, ces architectures impressionnantes, intéressantes, afin de pérenniser leur utilisation et puis créer de nouvelles utilisations pour d'autres usages, sur la base d'une architecture tout à fait caractéristique. Et il est possible de se servir de ces architectures existantes et y apporter de nouvelles fonctions. Pour nous, les restaurations, ça associe le passé et le futur. La reconversion, c'est vraiment une rénovation avec un changement de programme, une nouvelle utilisation du bâtiment, une nouvelle requalification des espaces, mais le monument en tant que tel est réutilisé. Alors bien sûr, c'est compliqué, comme ça a été dit, il faut réunir plusieurs conditions. Sur le plan technique, est-ce qu'on a les moyens matériels, financiers de opérer une reconversion? Sur le plan moral, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Est-ce que la population va l'accepter? Des questions très techniques sont posées. Où se trouve l'église? Quelles sont ses dimensions? Est-ce qu'on est en zone purement rurale? Est-ce qu'on est dans un centre urbain? Quelle est l'intégration avec l'ensemble bâti à l'époque, autour? Quelle est l'époque de construction? Quelles sont les dimensions du bâtiment? Ça pose des problèmes de mise aux normes. Quand je parle de dimensions, soyons très concrets, le coût du chauffage pour un bâtiment d'une taille énorme, c'est des coûts considérables. Donc pour un investisseur, pour la reconversion, ce sont des éléments peut-être très concrets, mais qu'il ne faut sans doute pas oublier, parce qu'une reconversion, c'est du temps, c'est de l'espace, c'est de l'argent, et des coûts sont sans cesse à négocier. Alors des réutilisations, certains exemples ont déjà été donnés, il y en aura d'autres dans la journée. Alors je ne vais pas parler de la transformation des anciennes abbayes de Fontevraud et de Clairvaux en établissement pénitentiaire, parce que ça a été une transformation d'usage, mais ça pose d'autres problèmes. On le voit encore aujourd'hui. Je ne parlerai pas du marché des églises à vendre, je crois que ce sera évoqué dans l'après-midi. Comme ça a été dit, il y a beaucoup de réutilisation en espace public, en espace culturel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très impactant sur l'architecture. Les parties extérieures peuvent être conservées en tant que telles. C'est assez simple, je mets beaucoup de guillemets. On conserve le bâtiment dans son essence, l'accueil du public et culturel. Ça a été donné, il y a des exemples dans l'Est de la France de reconversion de synagogues en centres sportifs, de loisirs, salles de spectacle, musées, centres d'art contemporain. Pour les églises, on a vu plusieurs situations. Au Québec, ça a été évoqué, des salles de spectacle, de gymnastique, des spas, des lofts. Dans le sud de la France, on a vu une chapelle à Aire-sur-Adour transformée en façon mixte en logement pour les propriétaires et en gîte pour les pèlerins pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a l'ancienne chapelle des Jésuites à Poitiers, un hôtel-restaurant de 50 chambres. Alors, sur les bâtiments classés, comme je le disais tout à l'heure, un peu protégés, classés ou inscrits, la législation sur les monuments historiques, ce n'est pas un obstacle. J'ai 3 exemples en tête. En Normandie, il y en a 2
qui ont été étudiées. Il y a l'abbaye d'Ardenne à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, dans le Calvados, qui a été transformée en bibliothèque. Donc, où on voit les rangées de livres entre les piliers, c'est assez magnifique. Il y a l'ancien couvent des pénitents à Louviers, qui a été transformé en école de musique. Donc là aussi, on reste dans le culturel, comme je le disais. À Sarlat, c'est une église classée monument historique. Jean Nouvel, architecte bien connu, est intervenu et a transformé l'église en salle d'exposition. Il y a le marché hebdomadaire dans l'église aussi. Et quand le marché se retire, ça sert de salle d'exposition, de spectacle. Et puis il y a un ascenseur qui a été installé pour monter dans le clocher pour admirer la vue sur les toits de Sarlat. Donc et la ville met en valeur cette reconversion sur le plan tout à fait touristique. Alors, ça, ce sont des exemples valorisants. Il y a eu des exemples de projets davantage contestés, pour parler par euphémisme. À Dijon, un projet de transformation de la chapelle du Saint-Esprit en vinothèque, lié à la cité de la gastronomie de Dijon. Là, ça a été davantage contesté. Et à Nancy, près de Nancy, l'église Saint-François d'Assise, où là, il y a eu un projet, je ne sais pas où ça en est, je crois que c'était abandonné, de transformation en fast-food, où là, il y a eu quand même des remontées vives. Alors pour conclure cette brève intervention, la désaffectation, comme je l'ai montré, est très encadrée juridiquement. C'est lié à l'encadrement juridique de l'affectation au culte né des lois du début du XXe siècle. Ce qui est important, c'est qu'on voit que pour désaffecter une église, il faut un accord de volonté de tous les partenaires. Et cet accord de volonté, il sera également nécessaire pour la suite du projet, qui fera intervenir les nombreux acteurs, des élus, du conseil municipal, à la population, aux associations de défense, aux éventuels porteurs du projet, aux architectes, aux services de l'État, que je n'oublie pas. Bref, c'est un projet de longue haleine, comme ça a été évoqué précédemment, collectif, mais cette reconversion, cette réutilisation, elle est tout à fait possible. Je vous remercie de votre attention.